tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Donc aujourd'hui, encore une vidéo en lien avec le début de processus obstructif et cette fois, le questionnaire va porter sur l'occlusion intestinale. Donc, au visionnage des questions, réfléchissez bien, répondez aux questions et je vous retrouve tout à l'heure pour la correction. Bien, passons maintenant à la correction. La question 1 était définir une occlusion intestinale en expliquant le mécanisme physiopathologique. Alors, l'occlusion intestinale aiguë se définit comme un arrêt du transit intestinal. Elle se traduit par un arrêt des matières et des gaz. Et la cause de l'occlusion peut être de type mécanique, par obstacle, située entre l'angle duodéno-jéjunal et l'anus. Donc, ça peut être une obstruction ou une strangulation. Ou bien, elle peut être fonctionnelle, c'est-à-dire de type paralytique, par arrêt du péristaltisme. Et cela dans 5 à 10% des cas. Le diagnostic en est le plus souvent facile dès l'examen clinique et confirmé par la présence de niveaux liquides à la radiographie de l'abdomen sans préparation. Lorsque le diagnostic d'occlusion est posé, il faut savoir apprécier son retentissement général et différencier une occlusion organique d'une occlusion fonctionnelle. Et en cas d'occlusion organique, il faut savoir reconnaître son siège. Donc, il s'agit d'une urgence qui impose une prise en charge chirurgicale sans délai. Alors, les occlusions mécaniques sont les occlusions les plus fréquentes et relèvent d'un transfert d'urgence en milieu chirurgical. Elles peuvent siéger sur le grêle ou le côlon. Et leur mécanisme relève soit d'une obstruction, soit d'une strangulation. Alors, l'obstacle peut se trouver dans la lumière intestinale. Il peut s'agir par exemple d'un iléus biliaire, d'un bézoard, de parasite ou d'un fécalome. Il peut aussi se trouver dans la paroi intestinale. Ça va être le cas dans le cas de cancer, de sténose, comme dans les sigmoïdites, les Crohn, une entérite radique ou une ischémie ou suite à un traumatisme, ou bien lié à une anastomose ou une endométriose. Ou encore, ça peut être lié à un hématome pariétal ou une invagination intestinale. Mais c'est donc l'obstacle est le plus souvent en fait dû à une anomalie pariétale, donc dans la paroi. Et l'obstacle peut également être extra-intestinal. Il s'agit dans ces cas-là de bride ou d'adhérence péritonéale dans les carcinoses ou lié à une compression par tumeur de contiguïté ou lié à une hernie. Il existe aussi donc le volvulus qui est une torsion du nant sur son pédicule, ce qui ajoute en plus une ischémie dans ces cas-là. Alors, il ne faut pas oublier que 6 à 8 litres de liquide gastrique, pancréatique, biliaire entrent tous les jours dans l'intestin grêle, mais ils sont réabsorbés avant d'arriver au côlon. En cas d'occlusion, ce liquide va s'accumuler en amont et va causer une distension abdominale. Et cette distension diminue l'absorption des liquides et va stimuler la fabrication de sécrétions intestinales. Donc le liquide augmente. Et plus le liquide augmente, plus la pression augmente sur la lumière intestinale. Et cette augmentation de la pression entraîne une augmentation de la perméabilité capillaire et le passage des électrolytes dans la cavité péritonéale. Cette rétention de liquide peut donc causer une diminution de la volémie avec hypotension et choc hypovolémique. En ce qui concerne les occlusions fonctionnelles, elles sont caractérisées par une paralysie intestinale réactionnelle. C'est ce qu'on appelle l'iléus paralytique. Donc, ça va être une occlusion et une paralysie par réflexe, dans le cas par exemple de péritonite aiguë, de lithiase urétérale, de fracture du rachis ou d'hématome rétropéritonéal. Ça peut être aussi par ischémie artérielle ou veineuse, ou encore par cause métabolique, en cas d'hypokaliémie et d'acidose, mais surtout d'hypokaliémie. Il peut y avoir aussi une cause médicamenteuse ou bien une maladie générale comme le diabète, l'hypothyroïdie, la porphyrie, la sclérodermie ou le saturnisme. C'est une forme à part, cette occlusion liée à une cause métabolique, car ça réalise une pseudo-obstruction colique idiopathique ou ce qu'on appelle aussi le syndrome d'Ogilvie. Donc j'attire votre attention sur la différence entre occlusion et subocclusion. L'occlusion
c'est l'arrêt complet et permanent des matières et des gaz. Alors que la subocclusion, c'est un arrêt incomplet des matières et des gaz qui peut donc être intermittent. Et les patients peuvent aussi présenter dans ce cas-là des diarrhées alors qu'ils sont en subocclusion. Passons maintenant à la question 2. Il s'agissait de préciser les différentes étapes de la formation d'une occlusion intestinale et de ses manifestations cliniques. Alors, tout d'abord, les signes fonctionnels de l'occlusion intestinale sont la triade, ce qu'on appelle la triade fonctionnelle. Tout d'abord, la douleur abdominale qui est constante, précoce et d'installation brutale. Elle peut être aiguë ou sourde, continue ou paroxystique et angoissante. Elle peut également être localisée ou diffuse et le plus souvent, elle va être un type de crampe d'intensité variable. Alors, le siège de cette douleur est très variable lui aussi et permet rarement de distinguer une occlusion grélique ou colique. Alors, des atteintes du côlon donnent en principe une douleur moins intense et d'installation plus progressive. Ensuite, le deuxième signe, ce sont les vomissements qui sont contemporains de la douleur, non soulagés par eux. Ce sont d'abord des vomissements alimentaires, puis bilieux, puis fécaloïdes, qui sont variables dans leur fréquence et leur abondance. Ils sont d'autant plus précoces que l'obstacle est haut situé. Et ils soulagent d'ailleurs à ce moment-là la douleur abdominale, particulièrement sur les obstacles hauts. Mais les vomissements sont aussi parfois tardifs, voire absents. Et ils sont surtout plus fréquents dans les occlusions du grêle que du côlon. Troisième signe, c'est l'arrêt des matières et des gaz. C'est le symptôme principal, mais il peut être masqué par la vidange du segment intestinal distal. Il est d'autant plus précoce et plus net que l'obstacle est bas situé. Donc ce sont vraiment les 3 signes fonctionnels essentiels à retenir. Ensuite, il y a d'autres signes physiques, tels le météorisme abdominal. L'abdomen est tendu et sensible et il doit être recherché à l'inspection. Et ce météorisme associe un ballonnement abdominal visible à l'inspection et un tympanisme qui est décelé, lui, par la percussion. Donc on a un abdomen tendu et sensible de façon diffuse, qui est habituellement souple, mais une défense localisée peut traduire la souffrance d'une anse intestinale. L'auscultation peut retrouver soit des borborygmes en rapport avec un hyperpéristaltisme en amont de l'obstacle, soit un silence abdominal qui traduit la distension et la paralysie de l'intestin, le fameux iléus paralytique, mais également une strangulation. La palpation comporte l'examen attentif des orifices herniaires et les touchés pelviens permettent parfois de retrouver la cause de l'occlusion, comme par exemple un fécalome ou un cancer du rectum. Donc il y a 3 gestes fondamentaux à ne pas oublier. C'est la recherche aussi d'une cicatrice abdominale. Bien entendu, par le médecin, il y a le toucher rectal et l'examen donc des orifices herniaires dont je viens de parler. Bien sûr, il y a aussi des signes radiologiques. Donc le diagnostic est confirmé par l'examen radiologique de l'abdomen sans préparation, debout, de face, qui montre le signe radiologique fondamental de l'occlusion intestinale, que sont les niveaux hydroaériques, qui associent une image d'opacité à bord supérieur horizontal qui correspond au niveau liquide, surmonté d'une clarté gazeuse. Alors, l'examen tomodensitométrique abdominal, le scan abdominal, sans et avec injection de produits de contraste, est réalisé de plus en plus souvent devant un tableau clinique d'occlusion, dont la cause n'est pas évidente d'emblée. Alors, il est utile non seulement au diagnostic positif, mais surtout au diagnostic topographique et étiologique de l'occlusion. Enfin, autre examen, c'est le lavement opaque aux produits hydrosolubles, le fameux lavement à la gastrographine, qui peut être utile au diagnostic des occlusions coliques pour préciser le niveau de l'obstacle et sa nature. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure différents types d'occlusions. Je vais vous parler donc des occlusions fonctionnelles, où là, il n'y a pas de bruit hydroaérique à l'auscultation. Le liquide gastrique est peu abondant et clair, et les signes généraux cliniques et biologiques sont généralement modérés. Donc la radiographie, elle va montrer une dilatation diffuse du grêle et ou du côlon, qu'on va avoir une aéroiléie ou une aérocolie. On peut les rencontrer lors d'un épisode douloureux, intra- ou rétropéritonéal, qui parfois peut masquer une colique néphrétique. On peut penser à une occlusion alors que c'est une colique néphrétique. On les rencontre aussi au contact d'un foyer infectieux, comme une appendicite ou une sigmoïdite, mais aussi d'un foyer inflammatoire, par exemple la pancréatite aiguë,
On les rencontre également en cas de présence de sang intra- ou sous-péritonéal, mais aussi chez les diabétiques qui peuvent avoir un transit extrêmement ralenti, ou chez les vieillards atteints de troubles neurologiques, comme les patients atteints de Parkinson ou de troubles psychiatriques. Alors, après les occlusions fonctionnelles, il y a ce qu'on en a évoqué tout à l'heure, les occlusions mécaniques, où là, les signes généraux et cliniques et biologiques sont marqués. Alors, tout d'abord, l'occlusion par strangulation. Alors, dans ce cas-là, la douleur est d'apparition brutale. Elle est permanente et intense, et les conséquences générales sont précoces et se traduisent par l'apparition rapide d'un état de choc. L'examen va retrouver en général un météorisme asymétrique, voire une défense localisée. Il existe un silence auscultatoire, et l'ASP peut montrer une anse dilatée en arceau avec 2 niveaux liquides, une image en U renversée. Et le retentissement d'amont sous forme d'anse arciforme dilatée avec des niveaux liquides. Reconnaître ces occlusions par strangulation est vraiment fondamental, car elles s'accompagnent d'emblée de lésions vasculaires. Alors, l'existence de cet élément ischémique rend compte de l'extrême urgence. Il faut intervenir avant le stade irréversible de la nécrose, qui implique donc une résection intestinale, et avant le stade de la perforation et de la péritonite, qui aggrave encore le pronostic. Ensuite, deuxième type d'occlusion mécanique, c'est l'occlusion par obstruction. Donc là, le début est progressif. Les douleurs sont moins intenses et les vomissements sont tardifs et parfois absents, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a un météorisme diffus et il existe un hyperpéristaltisme intestinal qui est responsable de crises douloureuses abdominales à type de colique intermittente, suivi parfois d'une sédation avec des bruits de gargouillis ou une débâcle de matière qui réalise le syndrome de Koenig. Le retentissement général de ces occlusions est tardif et souvent latent. À l'auscultation, on retrouve généralement une augmentation des bruits hydroaériques et les radiographies montrent des images variables en fonction de l'étiologie, mais leur topographie est généralement diffuse. Là, l'urgence est moins grande que dans les occlusions par strangulation, mais il ne faut pas oublier que tout retard aggrave la distension d'amont et fait apparaître un risque vasculaire pariétal secondaire et un retentissement général. Passons à la troisième question où il fallait citer les principaux facteurs déclenchants. Dans les cas d'occlusion mécanique de l'intestin grêle, en ce qui concerne ce type d'occlusion par strangulation, c'est généralement lié à un volvulus du grêle sur bride. C'est la cause d'occlusion intestinale aiguë la plus fréquente. C'est avant tout une maladie du patient laparotomisé. Là, on a un tableau qui est typique des occlusions par strangulation qu'on a évoquées tout à l'heure, et la lésion responsable peut être une bride donc post-opératoire qui rétrécit le pied de l'anse et qui va faciliter sa rotation et sa torsion. Toutes les interventions chirurgicales peuvent laisser en place des brides, mais plus particulièrement les interventions de l'étage sous-mésocolique, surtout du petit bassin. Autre facteur déclenchant, ça va être la hernie étranglée ou les éventrations étranglées. Là, il s'agit d'un accident évolutif classique et grave de la hernie, surtout chez les sujets âgés, qui va justifier le traitement systématique à froid de toute hernie diagnostiquée. Les signes d'étranglement herniaire sont la douleur maximale au niveau du collet, la perte de l'impulsivité à la toux et l'irréductibilité. Enfin, troisième cause de strangulation dans les occlusions mécaniques de l'intestin grêle, ça va être l'invagination intestinale aiguë, qui est possible chez l'adulte, elle est rare et presque toujours secondaire à une lésion organique, type tumeur ou adénopathie. Alors ensuite, nous avons les occlusions mécaniques de l'intestin grêle par obstruction. Dans les facteurs favorisants, on va retrouver l'iléus biliaire. C'est rare, défini par l'obstruction de la lumière intestinale par un gros calcul qui a migré de la vésicule par une fistule cholécysto-duodénale. Il réalise donc un tableau d'occlusion à rechute avec une maladie biliaire qui est souvent asymptomatique. L'ASP va retrouver des niveaux liquides et une aérobilie. Autre facteur favorisant, ça va être la tumeur du grêle, qu'elle soit bénigne ou maligne. Là aussi, c'est rare, ça représente 3% des tumeurs du tube digestif. Et la symptomatologie est progressive et typique, réalisant donc un syndrome de Koenig dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi d'autres causes, comme les carcinoses péritonéales, la sténose inflammatoire, comme dans la maladie de Crohn, un hématome pariétal, par exemple dans le cas d'accident des AVK, des anomalies congénitales, comme le mésentère commun ou le diverticule de Meckel, un bézoar, des parasites ou encore des corps étrangers. Ce qui concerne l'occlusion mécanique du côlon,
Dans les occlusions donc par strangulation, on va retrouver le volvulus du sigmoïde, qui est le plus fréquent des volvulus intestinaux et qui survient en général chez le sujet âgé, chez lequel on va avoir un météorisme important et asymétrique, avec une masse tympanique oblique en haut et à droite, allongée de la fosse iliaque gauche à l'hypocondre droit. Et l'ASP montre une volumineuse image gazeuse du pelvis jusqu'aux coupoles diaphragmatiques. Quant au lavement à la gastrographine, il montre le spire de torsion avec une image caractéristique en bec d'oiseau. Et le traitement en urgence consiste en une manœuvre endoscopique, qui est l'exsufflation. Parmi les facteurs favorisant la strangulation dans les occlusions mécaniques du côlon, on va retrouver aussi le volvulus du cæcum ou du côlon droit. En ce qui concerne les occlusions mécaniques du côlon par obstruction, on va retrouver une tumeur par exemple intrinsèque comme un cancer colorectal qui est la cause de plus de la moitié des occlusions du côlon. C'est un accident évolutif classique des cancers du côlon gauche. Cette tumeur peut aussi être extrinsèque. Là, dans ce cas-là, le tableau est progressif et la distension est importante, pouvant aboutir à une perforation du segment intestinal d'amont, comme la perforation diastatique du cæcum sur une virole du côlon sigmoïde. Le lavement à la gastrographine ou le scanner en urgence confirme le siège et la nature de l'obstacle sur le côlon. Le traitement urgent consiste à réaliser une colostomie en vue d'une exérèse différée après préparation colique. Parmi les autres causes, on va retrouver donc le fécalome, la sténose inflammatoire ou cicatricielle sur une sigmoïdite ou sur une sténose anastomotique ou encore une colite ischémique. Dans la question 4, il était question donc d'énoncer les complications majeures de l'occlusion intestinale. Toute occlusion a un retentissement général. Et il faut d'abord rechercher des signes cliniques d'hypovolémie, tels que tachycardie, hypotension artérielle, oligurie et insuffisance rénale fonctionnelle, mais aussi les signes d'une déshydratation, le plus souvent extracellulaire, en rapport avec le troisième secteur. Il faut aussi étudier l'équilibre acido-basique et reconnaître l'alcalose hypochlorémique d'une occlusion haute. C'est une deuxième complication. En ce qui concerne les occlusions par strangulation, ce sont les lésions vasculaires et l'ischémie qui vont être à rechercher, la prolifération bactérienne avec une endotoxémie et le risque de choc septique, avant le stade irréversible de la nécrose, qui là implique une résection intestinale et il faut les repérer aussi avant le stade de perforation et de péritonite qui aggrave le pronostic, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. En ce qui concerne les occlusions à obstruction simple, en amont, on sait qu'il va y avoir une stase, donc une accumulation de sécrétions gastro-intestinales et des gaz, avec des hypersécrétions digestives et une diminution des capacités de réabsorption, que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a également l'œdème pariétal qui va entraîner une stase veineuse et lymphatique, également la pullulation microbienne. Ensuite, en aval, on a l'arrêt des fluides, les selles, les sucs digestifs. Et localement, bien sûr, on va retrouver douleur et inflammation. Alors, si on veut résumer tout ça en ce qui concerne les complications majeures, on va avoir donc une altération de la circulation sanguine au niveau de la partie intestinale avec une anoxie tissulaire, puis une paralysie avec un trouble au niveau de l'absorption intestinale. Et si ce n'est pas traité, on peut avoir une nécrose et une perforation intestinale. Quant au niveau général, on va retrouver une déshydratation avec une hypovolémie, ainsi que le risque infectieux important avec une souffrance digestive. Question 5. Précisez les buts et surveillance des traitements de l'occlusion intestinale, tels que la sonde nasogastrique laissée le patient à jeun et l'hydratation par voie veineuse. Alors, le traitement de l'occlusion intestinale est presque toujours chirurgical, parfois instrumental, avec les endoscopies de décompression dans le volvulus du sigmoïde ou le lavement désinvaginant dans l'invagination intestinale du nourrisson. Il nécessite donc une équipe de réanimation médico-chirurgicale. Il est toujours en tout cas précédé d'un temps de traitement médical. Le premier geste d'urgence, c'est la mise en place d'une sonde nasogastrique. En effet, l'aspiration par la sonde permet de réduire l'accumulation des liquides et de rompre le cercle vicieux de la distension et de l'ischémie, et parfois de reprendre le transit intestinal. Dans certains cas d'adhérence occlusive post-opératoire, l'évolution peut ainsi être favorable, conduisant à une disparition de la douleur et une reprise du transit, évitant donc au patient une nouvelle intervention chirurgicale. La réanimation comporte en priorité la correction d'une hypovolémie, de la déshydratation, des troubles respiratoires et de l'équilibre acido-basique. Ce temps de traitement médical est destiné à amener le malade à l'intervention et doit être d'autant plus court que la vitalité intestinale est menacée.
Donc c'est une sonde gastrique qui est posée avec une aspiration douce et continue afin de réduire l'accumulation des liquides, limiter une déshydratation et éviter les épuisants efforts de vomissement, mais aussi pour rompre le cercle vicieux de la distension et d'ischémie et parfois donc reprendre le transit intestinal et la disparition de la douleur. C'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, le patient est à jeun strict pour mettre le tube digestif au repos et limiter donc les nausées et les vomissements. Ensuite, il y a la voie veineuse périphérique qui est là donc pour réhydrater et corriger les troubles métaboliques. Les perfusions ont pour but de corriger les perturbations de l'équilibre volimique, hydroélectrolytique et acido-basique et suppléer au jeûne. Et l'équilibre repose vraiment sur la réalisation du bilan entre les apports et les sorties. Ensuite, il y a aussi les antalgiques et les antispasmodiques, ainsi que les antiémétiques par voie veineuse. Peuvent s'y ajouter des antibiotiques. Et bien entendu, il ne faut pas oublier le traitement de la cause. Si cette cause est médicale, par exemple un fécalome, ça va être effectuer un lavement ou une extraction mécanique de ce fécalome. Ensuite, la deuxième phase, c'est le traitement chirurgical qui dépend de la cause de l'occlusion. Donc, les occlusions fonctionnelles, on l'a vu tout à l'heure, ne nécessitent pas en elles-mêmes de traitement chirurgical, sauf si elles sont en rapport avec un foyer septique intrapéritonéal. En ce qui concerne les occlusions par obstruction, elles peuvent parfois céder sous traitement médical, ce qui permet leur traitement dans de meilleures conditions à froid. Et dans le cas du cancer du côlon, le traitement médical permet ainsi parfois d'éviter la colostomie en urgence et de pouvoir réaliser une colectomie idéale avec résection et anastomose en un temps. En urgence, plusieurs méthodes sont envisageables. Une colostomie simple de dérivation, une résection sans anastomose, c'est ce qu'on appelle l'opération de Hartmann, une colectomie totale, un lavage colique péropératoire qui permet une anastomose en un temps. L'utilisation récente du stent colique pourrait permettre dans cette indication de lever l'occlusion et de préparer le patient à la résection colique en évitant le recours à la colostomie. Les occlusions par strangulation de type occlusion sur bride ou sur hernie étranglée doivent être, elles, opérées en urgence en raison du risque de nécrose intestinale. Et l'intervention consiste à sectionner la bride ou libérer le collet herniaire selon le cas, et il faut ensuite examiner la vitalité de l'anse digestive. Et en cas d'ischémie persistante, c'est une résection intestinale avec anastomose qui est nécessaire. Alors, dans la question 6, il s'agissait de reconstituer le processus de soins auprès de la personne soignée. Donc, dans un premier temps, le premier objectif, c'était évaluer la douleur, les vomissements et dépister les complications. Alors, en ce qui concerne la douleur, dans le rôle propre, l'infirmier donc doit évaluer cette douleur, son intensité, son siège, le type de douleur, est-ce qu'elle est constante, est-ce qu'elle est aiguë ou sourde, est-ce qu'elle est continue ou paroxystique, localisée ou diffuse, ou à type de crampe. Ensuite, face au risque de déshydratation favorisé par les vomissements, dans le cadre du rôle propre, il va s'agir de faire les bilans des entrées et des sorties et de surveiller l'aspect des sécrétions digestives. Et face au risque d'infection, avec le risque de choc septique, de péritonite en cas de perforation, et plus le risque infectieux qui est lié au matériel, comme le cathé, la sonde nasogastrique, le rôle propre va consister à surveiller la température et l'apparition de signes de choc. On va être vigilant également face au risque ischémique dans l'occlusion mécanique, au risque de perforation intestinale, à l'altération de la fonction digestive, à l'altération de la mobilité, au risque d'altération de l'état cutané, aux problèmes d'anxiété, au risque d'inhalation, au risque de pneumopathie d'inhalation, au risque d'altération des muqueuses et au risque thromboembolique, bien entendu. Ça, ce sont des risques que l'on retrouve même en dehors de l'occlusion intestinale. Du moins en ce qui concerne tout ce que j'ai cité à partir de l'altération de la mobilité. Ça concerne tout patient qui est maintenu au repos au lit. En ce qui concernait le deuxième objectif, qui était d'assurer la mise en œuvre du traitement en urgence et sa surveillance, on a vu qu'il y avait un risque de déshydratation qui est favorisé par les vomissements et les troubles métaboliques, ainsi qu'un risque de dénutrition qui est favorisé par l'absence d'apport péros et d'absorption des nutriments au niveau intestinal. C'est pour cela que le patient est maintenu à jeun strict avec une sonde nasogastrique en aspiration douce, une réhydratation et une correction des troubles métaboliques et les antiémétiques. Dans le cadre du rôle propre, il va s'agir donc de surveiller et de respecter le jeûne et sa tolérance, de veiller à l'hygiène bucco-dentaire, puisqu'il y a un risque d'apport péros et en plus il y a des vomissements, de dépister les signes de déshydratation et les complications liées à la déshydratation,
de dépister les effets indésirables des traitements et de surveiller localement au niveau du cathéter et au niveau de la sonde nasogastrique le risque infectieux ou le risque d'atteinte cutanée, comme avec la sonde nasogastrique au niveau nasal. En ce qui concerne le rôle en collaboration, il va y avoir la pose de la sonde nasogastrique avec une aspiration douce, la pose d'un cathéter périphérique et de la perfusion prescrite. Il va y avoir le bilan des entrées et sorties. Dans les entrées, donc, il y a la perfusion. Dans les sorties, il y a la diurèse. Et le résultat donc, de l'aspiration gastrique. Il y a la surveillance de l'équilibre hémodynamique avec la pression artérielle, la fréquence cardiaque et respiratoire. Et la surveillance biologique avec le ionogramme et l'albuminémie notamment. On a également donc dans les problèmes rencontrés la douleur et le risque infectieux. Donc c'est un patient qui va être sous-antalgique, qui va recevoir généralement une prophylaxie antibiotique. Donc dans le cadre du rôle propre, il va falloir évaluer la douleur, surveiller l'efficacité des antiémétiques, surveiller la température, le pouls, la pression artérielle, la fréquence respiratoire, l'apparition de cyanose, de marbrure, de sueur, surveiller la diurèse, la recherche d'une oligurie éventuellement, de troubles de conscience. Ensuite, dépister les effets indésirables des traitements mis en place, qu'il s'agisse des antalgiques ou des antibiotiques par exemple. Surveiller la sonde nasogastrique avec le risque d'apparition d'infections ou de complications secondaires telles que le déplacement de la sonde, l'obstruction de cette sonde, le reflux, une ulcération nasale. Donc, il faut veiller à effectuer des soins de nez, vérifier le bon emplacement et l'auscultation et avec le repère sur la sonde. Et en ce qui concerne le rôle en collaboration, donc on a vu la pose de la sonde nasogastrique et l'aspiration, l'administration des antalgiques, des antispasmodiques par rapport à la douleur et des antibiotiques en prophylaxie et la surveillance biologique, notamment là dans le cas qui nous intéresse, surtout donc le risque infectieux, ça va être de surveiller la NFS et la CRP. On a vu tout à l'heure que s'il y avait un échec du traitement médical ou des signes de gravité ou une cause digestive qui nécessite une intervention chirurgicale, il pouvait y avoir donc différentes interventions possibles. Ça peut être donc une cœlioscopie qui peut être privilégiée, ça peut être aussi une laparotomie. Bien entendu, on retrouve aussi le traitement de la cause avec la levée de l'obstacle lors de sections de bride ou de la présence d'une tumeur, ou il peut y avoir aussi une résection digestive si besoin, avec parfois une stomie. Donc, cela implique une préparation préopératoire et bien entendu une surveillance post-opératoire en lien avec le type d'intervention qui sera réalisée selon les besoins du patient. Alors, en ce qui concerne la préparation préopératoire, dans le cadre du rôle propre, c'est quelque chose que vous devez connaître, c'est vérifier le dossier médical, les résultats des examens prescrits, informer le patient de l'heure prévue d'intervention, gérer l'anxiété et en collaboration, ça va être d'effectuer donc les examens biologiques et radiologiques prescrits, la pose d'un cathéter périphérique, ça on l'a déjà vu, et d'assurer la préparation cutanée préopératoire. De toute façon, je vous renvoie donc à vos cours sur les préparations préopératoires. En ce qui concerne la surveillance post-opératoire, dans le cadre du rôle propre, ça va être surveiller la reprise du transit, effectuer le bilan des entrées-sorties, surveiller douleur et fièvre, surveiller les paramètres vitaux, effectuer une mobilisation précoce, assurer les soins d'hygiène et de confort, et effectuer des préventions d'escarres, entre autres. Et en collaboration, d'effectuer les soins locaux, soins de cicatrices, surveillance des drains, la reprise alimentaire progressive, l'administration des traitements antalgiques et éventuellement antibiotiques et anti-inflammatoires. À savoir que effectivement, il y a pas mal de risques au post-opératoire que vous devez connaître. Par exemple, le risque hémorragique, avec notamment la surveillance donc, des redons, la surveillance de leur efficacité, de leur fonctionnement, surveiller aussi le recueil avec la qualité et la quantité, et bien sûr la traçabilité de cette surveillance est essentielle. Surveiller aussi le vide, tout dépend du type de drainage qui est utilisé. Bien entendu, qui dit drain dit surveiller aussi tout ce qui est risque infectieux. On a bien sûr un problème de douleur aiguë qui va être localisée notamment au site de l'intervention, liée aussi au dispositif, liée aux soins post-op également. Ça peut être aussi une douleur chronique si on a une douleur qui persiste au-delà de 2 mois après l'intervention chirurgicale. Autre problème qu'on peut rencontrer, c'est par exemple la rétention urinaire post-opératoire, mais aussi donc, le risque de complications infectieuses liées au matériel, par exemple comme la sonde vésicale, qui est enlevée très rapidement, mais qui est quand même posée au bloc,
le cathé, la plaie opératoire. Donc les surveillances locales post-opératoires consistent à prévenir toutes les complications possibles. Donc on va surveiller la plaie opératoire, donc on va surveiller la cicatrisation, réaliser donc les pansements en respectant les règles d'asepsie. S'il y a une stomie, ça va être surveiller l'aspect de la stomie et de la peau péristomiale. On va surveiller aussi l'apparition de réactions cutanées par rapport au matériel de stomie qui est utilisé. Vérifier l'absence d'écoulement, d'induration, de syndrome inflammatoire. Chez le patient donc stomisé, il faut vérifier donc la fonctionnalité de cette stomie, surveiller les risques immédiats et secondaires post-opératoires chez tout patient stomisé, comme le risque hémorragique, le risque de nécrose, de désinsertion, d'éviscération, d'occlusion de nouveau, d'abcès péristomial ou d'altération de la peau péristomiale. Le risque infectieux, on l'a déjà beaucoup évoqué, qui nécessite une surveillance des signes inflammatoires locaux et des signes infectieux, une surveillance du site opératoire qu'on a déjà évoqué et des dispositifs. Il faut bien sûr ne pas oublier le risque thromboembolique. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est abordé abondamment. Ensuite, les nausées et vomissements post-opératoires et le risque d'inhalation sont très présents. Le risque de nausées et de vomissements en post-op varie en fonction de la personne et du type de chirurgie. Généralement, ils surviennent dans les 24 heures. Suite à l'intervention chirurgicale, ils peuvent durer quelques jours. Donc, dans de très rares cas, moins de 1%, ils sont si sévères qu'elles peuvent nécessiter une nouvelle hospitalisation. Ensuite, il y a aussi le risque de stase gastrique et de non-reprise du transit à cause de l'iléus paralytique post-opératoire. Donc là, il faut apprécier la reprise de ce transit, surveiller l'absence d'éructation, de douleur. Il y a aussi tout ce qui concerne les problèmes alimentaires, puisqu'après l'intervention, il est nécessaire d'introduire un à un les nouveaux aliments et en petite quantité. Et il peut être fréquent au début de rencontrer des problèmes digestifs qui sont essentiellement dus à des modifications alimentaires. Et ces modifications ne sont pas forcément nécessaires. Ce qu'il faut surtout garder, c'est une alimentation équilibrée. Il faut surtout ne pas oublier le stress et l'anxiété post-op, provoqués par la douleur, aussi par le questionnement sur le rétablissement optimal, et c'est d'autant plus vrai que le patient peut être aussi stomisé. En ce qui concerne la reprise de l'activité physique, l'arrêt de l'activité physique après la chirurgie permet d'optimiser la cicatrisation et optimiser la guérison post-op. Donc, il convient de respecter les instructions du chirurgien. On préconise généralement 6 à 8 semaines avant de pouvoir refaire de l'exercice de la même manière qu'avant l'intervention. Alors, le dernier objectif dans ce processus de soins, c'était de favoriser l'éducation du patient et ou de son entourage par rapport à l'entretien d'une stomie quand il s'agit d'un patient stomisé. Il ne faut jamais oublier qu'une stomie, c'est quand même un deuil à traverser. Ça génère généralement beaucoup de stress et il faut permettre au patient de le verbaliser pour qu'il ne sombre pas. Cette stomie, elle a un impact direct sur sa dignité, sur l'intimité. Et c'est vraiment un quotidien qui est bouleversé. Une personne stomisée voit son aspect physique modifié. Donc avant toute chose, la stomie et l'appareillage doivent être adaptés au patient et selon les selles qui peuvent être plus ou moins liquides. Donc il faut veiller au confort, à l'hygiène et à la sécurité du patient. Cette stomie doit être aussi adaptée à la capacité physique du patient et lui permettre une qualité de vie optimale. Donc ça veut dire que ce patient doit être accompagné au quotidien et ça fait partie intégrante du rôle propre de l'infirmier. Donc dans les objectifs de l'éducation, on va retrouver la réduction du risque de complications post-opératoires liées à la stomie, mais également accélérer le plus possible l'autonomie dans la gestion de l'appareillage, quand c'est possible bien entendu. Tout dépend de l'âge de la personne et de ses capacités physiques. Donc dans cette éducation, il va être question donc de l'hygiène corporelle, des soins de stomie avec la bonne tenue du matériel, la vidange de la poche, les apports hydriques et les habitudes alimentaires, et qu'il s'agisse d'un patient colostomisé ou d'un patient iléostomisé. Et dans le cas des patients iléostomisés, il y a plus souvent de déshydratation. Bien entendu, l'éducation vise aussi à améliorer la qualité de la vie physique et psychologique. Donc ça veut dire du matériel adapté afin que le patient puisse avoir une activité physique et même retrouver l'activité physique qu'il pouvait avoir auparavant. Également pour son habillage. Et puis, améliorer aussi sa qualité de vie en termes d'image corporelle et de santé sexuelle aussi. Là, je pense particulièrement aux occlusions intestinales chez les femmes atteintes d'endométriose. C'est une des causes de stomie
qui peut être provisoire mais aussi définitive. Et c'est quelque chose de très difficile à supporter chez une jeune femme et qui peut nuire à sa vie sexuelle. Donc en ce qui concerne cette éducation, je vous renvoie au cours sur la démarche éducative dans la 4-6. Alors, ce qu'il faut surtout en ce qui concerne donc l'éducation, c'est de penser donc bonne organisation et bon appareillage pour que le patient ait une vie sociale normale. C'est un patient qui peut être encore en âge de travailler, donc il faut que ça lui permette de reprendre le travail, d'avoir une vie sexuelle épanouie, en tout cas satisfaisante, de pouvoir faire des sorties, de voyager, de pratiquer un sport, et puis bon, il y a l'aspect pratique tout simplement. Je vais néanmoins rappeler les principes clés de l'éducation auprès du patient stomisé. Donc, comme je l'ai déjà dit, la stomie et l'appareillage doivent être adaptés au patient et selon la qualité des selles, qui sont parfois liquides, et préserver donc son confort, l'hygiène et sa sécurité, être adapté à ses capacités physiques et pouvoir lui permettre une bonne qualité de vie. Donc, dans les principes clés, on retrouve les auto-soins et la surveillance. Donc, bien entendu, le rôle infirmier est incontournable dans cette autonomisation du patient stomisé. Alors, il y a des ressources qui sont utiles pour ces patients. Ce sont les consultations de stomathérapie. Les associations de patients jouent un rôle important. Et puis, les laboratoires aussi ne sont pas moins importants puisque ce sont eux qui fournissent les dispositifs médicaux. Bien entendu, il existe aussi des sites internet spécialisés qui donnent des informations et des conseils à ces patients. En tout cas, ce qu'il faut aussi, outre ce matériel, il faut aussi avoir une hydratation satisfaisante. Il faut aussi réintroduire donc l'alimentation post-opératoire de manière progressive. Et ensuite, cette alimentation doit être variée et équilibrée, généralement fractionnée. Il faut être donc vigilant aux apports. Donc, à retenir, donc, bonne hydratation, réintroduction alimentaire post-opératoire et alimentation variée et équilibrée. Donc, manger lentement, dans le calme, bien mastiquer. Donc, toujours en lien avec ces mêmes objectifs d'éducation, il y a donc accélérer l'autonomie dans la gestion de l'appareillage, réduire les complications en lien avec la stomie. Donc, il faut savoir quel est l'aspect normal d'une stomie. Donc, en post-opératoire, cette stomie est un peu rouge-violacée, un petit peu turgescente et légèrement édémaciée. Alors qu'à distance de l'intervention, elle va être rouge, bien rouge, ronde et légèrement bombée, avec une peau périphérique saine comme on le voit sur la photo. Alors bien sûr, il y a différents types de stomie. On parle d'iléostomie quand il y a un abouchement de la dernière partie d'intestin grêle. Donc il y a deux types d'iléostomie. Il y a les iléostomies réalisées avec la technique de Brooke, des iléostomies terminales, et celles qui sont réalisées avec la technique de Turnbull, qui sont latérales. Alors, ces iléostomies, on va les retrouver dans les maladies inflammatoires, tumorales, infectieuses. Elles sont aussi réalisées pour protéger une anastomose digestive le temps de la cicatrisation, en cas de perforation intestinale, suite par exemple à un traumatisme abdominal grave, en cas de malformation congénitale, et également avec certaines causes iatrogènes comme la radiothérapie. Donc, en ce qui concerne les soins infirmiers, le rôle de l'infirmier est majeur en ce qui concerne l'équilibre nutritionnel et hydroélectrolytique. Et également, il faut savoir que le contenu iléal est toujours liquide, beaucoup plus liquide et corrosif pour la peau, car il est chargé d'enzymes et de bile. Donc ça veut dire qu'on va surveiller de manière encore plus accrue la peau péristomiale. Il va falloir la protéger. En ce qui concerne la colostomie, là, il s'agit d'une déviation du côlon à l'abdomen. Donc, on peut avoir une colostomie ascendante, transverse, ou descendante, ou sigmoïdienne. Donc, la colostomie, elle est particulièrement indiquée dans certaines pathologies, mais aussi dans les qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, donc notamment les tumeurs, des traumatismes également, des malformations congénitales, et en urgence en cas de péritonite ou d'occlusion. Donc, avec les différentes causes qu'on a évoquées tout au long de ce questionnaire. En ce qui concerne le rôle infirmier, ça va être de surveiller la qualité des selles évacuées par la stomie, qui va être fonction en fait du siège de cette stomie. Et il faut protéger la peau péristomiale en post-opératoire et recueillir et filtrer les gaz, ainsi que adapter la poche à la consistance des selles. En ce qui concerne les stomies terminales, on a un abouchement proximal de l'intestin à la peau. Le segment d'aval, lui, est resséqué ou suturé et laissé dans l'abdomen. Donc il y a une interruption du transit digestif qui va être définitif
ou provisoire, selon le cas des patients. Dans les stomies latérales, il est question donc d'abouchement d'une anse intestinale à la peau. Et les deux segments restants sont reliés entre eux. Donc on a une continuité du transit digestif. Alors ce sont des stomies provisoires le plus souvent. Et en ce qui concerne les soins infirmiers, on peut retrouver des particularités comme des stomies sur baguette. Et ces baguettes donc peuvent être sous-cutanées ou extériorisées. Si les baguettes sont extériorisées, il ne faut pas évidemment effectuer de traction ou de mobilisation de ces baguettes. Il faut utiliser un socle adapté et cette fameuse baguette est enlevée entre J10 et J15 sur prescription médicale. On en voit une sur la photo, une stomie sur baguette, complètement en bas à droite. Alors bien entendu, il y a toute une nuance entre la stomie définitive et la stomie provisoire. Quand la stomie définitive, il y a une destruction fonctionnelle de l'appareil sphinctérien et une suppression de la partie terminale du tube digestif. Et les conséquences psychologiques sont importantes pour le patient. En ce qui concerne les stomies provisoires, c'est souvent le cas en cas de péritonite, de pancréatite aiguë, de certaines occlusions, ou pour protéger une anastomose à risque. Donc là, effectivement, c'est difficile pour le patient, mais il a l'espoir d'un rétablissement de continuité à terme. Et la fermeture d'une stomie provisoire intervient environ 3 mois après la réalisation de la stomie. En ce qui concerne l'impact de la technique chirurgicale qu'est la stomie digestive, des selles quotidiennes et donc des soins de stomie quotidiens, la surveillance de l'équilibre nutritionnel et la surveillance de l'aspect de cette stomie. Dans tous les cas, la vie quotidienne du patient est profondément impactée dans les dimensions psychologiques, sociales, pratiques. S'ajoute le risque de déshydratation chez le patient iléostomisé qui a plus d'1 litre de sel par jour. Donc, en ce qui concerne les poches de stomie, les critères de choix vont dépendre du type de stomie, de la peau du patient, du confort que peut lui apporter tel ou tel matériel, de ses loisirs habituels, de ses besoins et de sa dextérité. Donc, il existe plusieurs types de poches, avec 1 ou 2 pièces, transparentes ou opaques. Savoir que le fait de voir les selles, souvent les patients les préfèrent opaques. Et de certains accessoires, comme les tampons obturateurs, les ceintures, les poches de jambes, notamment pour les iléostomisés qui ont des selles liquides. Le matériel d'irrigation colique, avec les kits d'irrigation colique, et tout ce qui est soins spécifiques, type lingette, poudre protectrice, film protecteur, etc. Donc il existe différents types de poches aussi, qui peuvent être fermées, vidables, vidangeables, et des poches spécifiques pour le post-op. Certaines poches vont être adhésives et d'autres couplées à un anneau plastique, donc avec un système mécanique. Donc par exemple, chez un iléostomisé qui va avoir des selles liquides ou un patient qui a une colostomie transverse où il y a des selles aussi également liquides à pâteuses, on a des poches donc vidables s'il y a un débit normal ou vidangeables si le débit est vraiment important. Et si le patient a une colostomie gauche, on va avoir là des selles normales, moulées, donc on peut utiliser des poches fermées par exemple. Là, vous retrouvez sur cette diapo aussi d'autres accessoires comme les tampons obturateurs et les ceintures. Ou encore sur celle-ci, les mini-poches absorbantes. Et bon, il existe aussi donc tout ce qui est film protecteur, les lingettes nettoyantes, tout ce qui est désodorisant, lubrifiant, les pâtes, les poudres protectrices, les anneaux et les bandes hydrocolloïdes. Les sprays de retrait adhésif, ça c'est vraiment important pour préserver la peau, surtout si ce sont des poches collables. Donc ça permet de retirer facilement ces poches. Et il existe aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des kits d'irrigation colique pour donc des stomies définitives. Donc dans ces kits, on retrouve donc un réservoir de 2 litres, une tubulure avec un régulateur de débit, un cône d'introduction bien entendu, un tube de vaseline, un manchon à usage unique et une poche post-irrigation et un sac à déchets. Donc pourquoi effectivement on fait une irrigation colique? Cette irrigation elle consiste à effectuer un lavement donc, par la colostomie et cela pour permettre de vider entièrement l'intestin de son contenu pour 48 heures. Alors c'est une technique qui s'adresse exclusivement aux porteurs d'une colostomie terminale gauche définitive, qui ont donc des selles généralement moulées. Donc pour les autres, non, on ne fait pas d'irrigation colique. Mais l'avantage, c'est que le patient n'a pas de sel pendant 48 heures et moins de gaz. Et cela nécessite en général quelques ajustements alimentaires. Qui dit surveillance de stomie dit en connaître les complications. Alors il y a des complications précoces
comme la nécrose en rétractation stomiale, qui va se caractériser par une stomie qui va être violacée à noir et par l'absence de sel. Autre complication, c'est l'éviscération, et ce risque est majoré si l'incision chirurgicale était trop large, et elle apparaît généralement dans les 7 à 8 jours post-opératoires. Troisième complication, c'est la hernie parastomiale, c'est-à-dire qu'on a une saillie près de la stomie, où des sections de l'intestin sont passées à travers la paroi abdominale. Elles sont généralement asymptomatiques et ça peut concerner jusqu'à 50% des patients stomisés. Autre risque, c'est l'hémorragie. C'est un problème cutané au contact de la poche ou un défaut hémostatique de la tranche de l'intestin sectionné ou de la brèche pariétale. On peut avoir aussi un abcès péristomial qui va se caractériser par un écoulement purulent, relié à un problème de résorption de fil. Autre complication, c'est l'occlusion partielle ou complète, avec donc un iléus paralytique, ou il y a une sténose pariétale ou une torsion intestinale. Ça peut être lié aussi au morphinique, à des adhérences. Ça peut être aussi une obstruction, donc une occlusion alimentaire ou obstructive. Et s'il y a une douleur abdominale avec des nausées et des vomissements, il faut que le patient fasse appel à un professionnel de santé. On peut également avoir une suppuration péristomiale. C'est souvent dû à une contamination pariétale par du liquide fécal au moment de la confection de la stomie, ou ça peut arriver plus tard à la suite d'une désinsertion partielle. C'est en général bénin. Alors ensuite, on vient de voir les complications précoces, mais il y a aussi des complications tardives, comme par exemple le prolapsus, qui peut être important jusqu'à 10 ou 15 cm et gêner donc pour l'appareillage. C'est aussi une gêne esthétique et surtout, il y a aussi un risque d'étranglement. Ensuite, il y a l'éventration, qui est un risque qui est majoré pour les patients obèses et qui peut être évité avec une ceinture abdominale. Ensuite, il y a la sténose et la rétractation cutanée. C'est lié à une cicatrisation excessive de la stomie. Alors, si c'est au niveau sous-cutané, on va parler de sténose, et si c'est au niveau cutané, on va parler de rétractation. Il existe également des complications dermatologiques, au niveau péristomial notamment, avec l'irritation chimique, comme la dermatite de contact allergique ou irritative, un érythème aussi. Alors, il peut aussi y avoir des traumatismes mécaniques, un type de pression, de friction ou de cisaillement, avec une infection ou des ulcérations qu'on apparente à des escarres péristomiales. Et puis il y a des complications spécifiques avec les iléostomies et les problèmes métaboliques, comme la déshydratation fréquente, les lithiases vésicales, les lithiases biliaires et certaines carences rares, comme les carences en magnésium, en potassium et en vitamine B12. Bon, ça c'est spécifique donc aux iléostomisés. Donc l'éducation est vraiment quelque chose d'important pour le patient qui doit savoir comment gérer sa stomie, effectuer les soins. Donc ça veut dire prévoir le matériel en amont, effectuer les soins selon le protocole, bien vidanger les poches quand elles sont demi-pleines. Et s'il y a un système de pièces, ça veut dire changer le support cutané tous les 2-3 jours selon l'adhésion. Et puis il y a tout ce qui est surveillance. Le patient doit apprendre à surveiller sa stomie, donc surveiller l'aspect, que ce soit la forme, et donc surveiller notamment s'il y a une décoloration. Surveiller également le transit, avec donc l'émission de gaz, le rythme des selles, l'aspect et la consistance de ces selles. Surveiller s'il y a des fuites d'effluents et leurs conséquences, par exemple comme la dermatite, puisque ça irrite la zone péristomiale. Bien entendu, chez les patients stomisés, il va y avoir aussi beaucoup d'anxiété. Donc il faut y être vigilant. Il peut aussi y avoir l'apparition de douleurs, de tensions abdominales avec des bruits anormaux ou un gonflement de la stomie. Il peut y avoir donc, comme on l'a vu tout à l'heure, des réactions cutanées, donc qui peuvent souvent lier à l'appareillage. Donc il faut surveiller l'apparition de démangeaisons, d'allergies. Certains patients réagissent aux produits. Il faut être vigilant aussi au décollement. Si le système se décolle trop rapidement, ça veut dire peut-être que l'appareillage n'est pas adapté. Et puis il y a tout ce qui est alimentation avec les modifications parfois nécessaires. Et donc surveiller le poids de ces patients et le moindre signe de déshydratation, notamment chez les iléostomisés. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo consacrée à l'UE2 8 et un autre questionnaire. À bientôt!